La TVT au cœur de l'information. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Tout de suite, le sommaire. Retour sur les travaux de réalisation des mini-adductions d'eau potable au bénéfice des populations dans les plateaux et la maritime. Des réalisations grâce au projet BID 3 du gouvernement avec l'accompagnement de la Banque islamique de développement. Le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise était sur le terrain pour le constat. Les précisions assurent dans un instant. Et puis, ultime hommage à Alfred Kolani ce samedi. Une messe de requiem a été dite pour le repos de son âme. Parents, collègues et amis ont tenu à lui dire un dernier adieu. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. C'est un périple qui a conduit le ministre de l'eau, de l'équipement rural, de l'hydraulique villageoise dans les préfectures de Logou et d'Anié. Il était à Makpapé, à Kparé, Glito, Kamina et à Kébou pour constater l'avancement des travaux de réalisation des mini-adductions d'eau potable au bénéfice des populations. Visiblement sur le terrain, les travaux avancent et les ouvrages pourront être livrés aux populations d'ici fin mars. Le reportage est signé Sivera Boudjou. D'une capacité de 40 mètres cubes, cette mini-adduction d'eau est un ouvrage équipé des locaux d'exploitation pour mieux desservir les populations en eau potable. Implantée ici à Amakpapé, cette adduction d'eau va alimenter des bornes fontaines au profit des 3000 habitants que compte cette localité. C'est un engagement personnel du chef de l'État qui a voulu, à travers cette initiative, relever les défis liés aux corvées d'eau et faciliter ainsi l'accessibilité en eau potable. Dans les plateaux, plusieurs localités sont prises en compte par ce projet. Il s'agit d'Akbaré, dans la préfecture de Logou, où la réalisation du château d'eau a été effectuée à Ilama avec une capacité de 90 mètres cubes et le forage à Koudjadjo, à quelques encablures de là. Cette installation va desservir plus de 5000 habitants qui d'ores et déjà s'approvisionnent de cette denrée sous la satisfaction du ministre en charge de l'eau en visite sur le terrain. Outre Akbaré, Glito dans la préfecture d'Anié et Kamina dans la préfecture de Laké, les travaux sur le site avancent et bien selon le bureau de contrôle en charge de la supervision des ouvrages. À ce jour, nous pouvons affirmer que les travaux sont terminés à 95%. Et sur l'ensemble des sites, ce qui reste à faire, c'est les travaux d'étanchéité de la cuve du château d'eau. Et puis, le raccordement du réseau au point de desserte, et que sont les bonnes fontaines. Et cela veut dire que, dans les prévisions, au plus tard, d'ici fin mars, les travaux seront livrés. Cette visite technique effectuée sur le terrain par le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise est de s'enquérir de l'état d'évolution des travaux pour qu'ils puissent être livrés à temps aux populations. Sur chaque site où il est passé, la satisfaction est au comble. Nous sommes vraiment satisfaits parce que les travaux avancent et si tout va bien normalement, d'ici la fin du mois de mars, on devrait pouvoir réceptionner les 8 mini AEP qui ont été donc prévu dans le cadre du projet BID 3. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous voyons que les populations sont vraiment donc dans l'attente. Il est donc de notre devoir de presser, d'accélérer les travaux pour que ces populations puissent bénéficier de l'eau potable donc d'ici la fin de ce mois de mars. Et cela, nous le faisons dans le cadre du mandat social du chef de l'État qui a décidé de faire de l'eau une priorité. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans la vision du gouvernement dont l'objectif est d'assurer l'approvisionnement en eau potable aux populations de façon durable. Le projet est financé à hauteur de 7 milliards, un financement conjoint de la Banque islamique de développement et le Togo.
La mobilisation des bénéficiaires sur les sites témoigne donc de leur volonté d'accompagner le projet pour son aboutissement. Donc il est vraiment important que vraiment nos populations dans toutes les contrées, partout au Togo, que toutes les populations aient accès à l'eau potable. Et donc c'est le principal défi donc, que mon ministère doit donc, relever donc, sous la houlette du chef de l'État. Et il est vraiment important pour nous que très rapidement les populations puissent bénéficier de ces ouvrages que nous mettons en place à leur profit. Et comme l'occasion s'y prête, le ministre Antoine Lekpa Gbegbeni a en marge des visites sur chaque site échangé avec les bénéficiaires, histoire de les écouter et de recueillir leurs différentes préoccupations dans la dynamique de rassurer les uns et les autres sur la vision stratégique du chef de l'État, celle d'améliorer le minimum vital commun des populations à la base. Les autres sites du projet, dont Amoussou-Kopé, vont être visités dans les prochains jours par le ministre. Et justement, ces réalisations sont mises en œuvre grâce au projet BID 3 qui figure parmi les priorités du gouvernement pour améliorer la desserte en eau potable des populations. Les régions des plateaux et maritimes sont ciblées par ce projet. Il devra également permettre de renforcer l'accès des zones rurales et semi-urbaines en eau potable et aux infrastructures d'assainissement. 7 milliards de francs CFA sont mobilisés conjointement par le Togo et la Banque islamique de développement pour la réalisation de ce projet, dont l'état d'avancement est présenté dans ce reportage d'Augustin Kossi. Tout fait pour que chaque ménage ait accès à l'eau potable à travers l'étendue du territoire national, le gouvernement s'y emploie. Le projet d'hydraulique villageoise dans les régions des plateaux et maritimes BID 3 devra renforcer la desserte en eau de l'accès aux infrastructures d'assainissement de plus de 400 villages pour 125 000 habitants. Ce qui aura pour corollaire la réduction des maladies liées à la consommation de l'eau non potable dans les zones concernées par le projet. D'un coût total de 7 milliards de francs CFA sur financement conjoint du Togo de la Banque islamique de développement BID, le projet BID 3 va accroître principalement l'approvisionnement en eau potable et l'accès aux infrastructures d'assainissement des populations dans les zones rurales et semi-urbaines des régions des plateaux et maritimes. Il consiste à réaliser 422 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et à réhabiliter 100 anciens forages. Il est également prévu la construction de 60 latrines communautaires dans les zones cibles. Dans la région des plateaux, 5 mini-AEP seront construites et 3 dans la région maritime. À ce jour, les travaux des forages, de construction des latrines sont achevés, réceptionnés et mis à la disposition des populations bénéficiaires. Pour les mini-AEP, on note une nette avancée des travaux. Sur les chantiers, les choses s'accélèrent afin de permettre aux populations bénéficiaires d'avoir accès à l'eau potable dans les meilleurs délais. Et justement, quelle est aujourd'hui la situation de la gestion des ressources en eau dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? La question a fait l'objet d'une enquête au niveau de chaque État membre de la CEDEAO. Les données issues de cette enquête sont soumises à l'appréciation des acteurs de la gestion intégrée des ressources en eau à Lomé cette semaine. Ils ont évalué la situation de la sous-région en matière de gestion de l'eau d'hygiène et d'assainissement. Les précisions de Mariana Beta et Kwesala. De vie. Une denrée rare qui pourtant reste primordiale dans la survie des populations. Leur permettre d'en disposer de qualité et en quantité suffisante, c'est l'un des défis que se sont donnés les États de la CEDEAO à travers le Centre de coordination des ressources en eau, CCRE. 10 mois durant, des enquêtes sont menées au niveau de chaque pays pour analyser les avancées enregistrées en la matière. Les données produites et stockées sur la plateforme WASMO vont être ici validés par les acteurs relevant des 15 États membres de la CEDEAO. Il y a eu une campagne de collecte de données au niveau des États membres et des organes de bassin. Donc tous les pays ont collecté, traité des données. Donc il s'agit ici, au cours de cet atelier, donc de voir la validité un peu de ces données-là avant de les mettre dans le portail de l'Observatoire régional de l'eau. Ça permet en fait aux gens de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Par rapport aux populations, par exemple, les données permettent, par exemple, l'alerte, c'est les questions d'inondation, ça permet en fait de sonner l'alerte. Donc c'est un peu ces données-là, donc de donner un peu la situation. Aussi, ça aide à la prise de décision concernant toutes les questions d'accès à l'eau. La rencontre de Lomé va également permettre aux participants de plancher sur le rapport provisoire sur le suivi des interventions des acteurs dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement en Afrique de l'Ouest
de même que sur le nouveau plan stratégique 2018-2022 du CCRE. Par-delà, en fait, la validation de documents techniques, cet atelier intervient également à un moment charnière de l'évolution du centre de coordination des ressources en eau, qui est le bras technique de la CEDEAO en matière de gestion de l'eau. Parce qu'en fait, il y a eu une réforme importante au niveau de la CEDEAO en 2008 qui a érigé le centre de coordination des ressources en eau en centre de gestion des ressources en eau. Avec donc un profil plus marqué dans l'intervention, dans l'opérationnalisation. Donc cet atelier également nous donne l'occasion donc de voir un peu ces aspects-là, donc de refonder même en fait le cadre permanent de coordination et de suivi de l'agir, donc de refonder les actions, le mode d'intervention donc du centre de coordination des ressources en eau. Ces échanges qui vont durer 3 jours s'inscrivent dans le cadre de la politique régionale de gestion des ressources en eau de la CEDEAO. Ils devront renforcer la coopération des différents États membres en matière de gestion de l'eau. Le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, fait déjà des émules au niveau de la chaîne des valeurs agricoles à Tanyamboul. Dans la préfecture de Dankpen, les producteurs ont pu accroître leur rendement grâce au crédit du MIFA. C'est donc pour évaluer l'impact du crédit alloué à ces producteurs du riz qu'une délégation du MIFA s'était rendue sur le site. Le point avec la correspondance de Nelson Mouzou Akara. En juillet dernier, à Tanyamboul, le chef de l'État a semé les premières graines du mécanisme incitatif de financement agricole avec la remise de chèques à des producteurs membres des coopératives Nyozbala et Wuborben. La mission essentielle assignée au MIFA est d'apporter de nouvelles modalités d'accompagnement technique et financier aux producteurs afin de faire d'eux de véritables entrepreneurs. C'est pour évaluer l'impact des crédits accordés qu'une délégation du MIFA a effectué le déplacement de Tanyamboul, notamment au point d'entreposage et de vente du riz, qui est la principale culture des deux coopératives bénéficiaires. Quand on arrive, le constat sur le visage des agriculteurs, c'est le sourire, parce que la récolte a été au-dessus de leur espérance et aujourd'hui le mécanisme leur permet de vendre à un prix qui est supérieur, rémunérateur par rapport au prix pratiqué sur le marché. Le crédit mis en place au profit de la coopérative est de 95 500 000 et ce crédit, le chef de l'État a bien voulu que le mécanisme accompagne le crédit d'un accompagnement technique pour s'assurer que le crédit d'abord est utilisé suivant l'objet pour lequel il a été mis en place et dans le respect de l'itinéraire technique qui leur permet d'obtenir une bonne récolte. Pour un coup d'essai, le MIFA a fait un coup de maître. Il a apporté des allègements qui ont permis aux producteurs de tirer des avantages compétitifs. Comme MIFA est arrivé, nous avons vu que beaucoup de problèmes nous sont partis. Puisque au premier abord, au niveau des intrants, on avait les difficultés de trouver le financement. Et au moment des semences, on avait des difficultés pour trouver les semences. MIFA nous a aidés, on a trouvé les semences pour les cultures. Et aussi, avant là, on vendait le riz aussi en sac bourré. Les Nigériens venaient, ils achètent le sac à 10 000, à 11 000. Maintenant, MIFA a aidé qu'on est en train de vendre en kilo. On sait que déjà le kilo 145 francs, ça nous plaît. Dans son fonctionnement, le MIFA implique diverses catégories d'opérateurs économiques, dont les entreprises de services et organisations de producteurs ESOP. À Tanyamboul, l'ESOP choisi est celle de Mango. Nous avions eu dans notre zone propre, il a collecté déjà 1138 tonnes et nous avions assigné un contrat d'achat avec le MIFA, un contrat tripartite avec l'OPO Bonoubé de Tanyamboul qui doit nous livrer 900 tonnes. Aujourd'hui, nous avions déjà collecté 152 tonnes, l'opération continue en allant. Nous avions reçu un crédit de 98 millions à Aura Bank par le truchement de MIFA avec sa garantie. Et donc, nous portons ce contrat. Bien entendu, les collègues de Soutoubois, RE et de Pagouda vont venir prendre une petite quantité. Alors nous autres à Mango, on estime prendre 600 tonnes sur les 900 tonnes. Si dans cette opération test, on a pu avoir ces résultats si considérables, on ne peut que féliciter, remercier les acteurs de MIFA, le gouvernement. Les modalités de remboursement des crédits, les relations entre les différents partenaires impliqués, le partage de risques contenus dans le MIFA sont entre autres les sujets de discussion entre l'équipe du suivi évaluation et les producteurs.
Bientôt 5 ans que l'Office togolais des recettes est opérationnel avec une mission bien définie, la maximisation des ressources internes de l'État. Les performances de l'OTR sont honorables et répondent aux attentes des autorités. Avec l'arrivée d'un nouveau commissaire général par intérim, Philippe Jodier, à la tête de l'OTR, des résultats probants sont en perspective. On s'intéresse ce soir aux axes de réussite de l'OTR avec Lucassi. L'Office togolais des recettes, OTR, résulte de l'unification des deux régies financières du Togo. Il s'agit des impôts et de la douane, une fusion née de la volonté des plus hautes autorités togolaises d'améliorer les performances opérationnelles et de collecte de ressources au profit des actions de l'État. Depuis sa création en 2014, les procédures douanières et fiscales subissent constamment des modernisations. Il faut aussi relever l'élargissement de l'assiette fiscale. Depuis quelques années, quand on considère dans l'expert UMOA, l'Office togolais de recettes est en tête du taux de pression fiscale qui fait la référence des mesures de la performance des administrations fiscales. Donc depuis quelques années, depuis sa mise en œuvre, nous sommes au-dessus de 20% et que 20 à 22%, ce qui témoigne de la performance de l'Office togolais de recettes. Ces derniers mois, nous avions quand même pu tenir la performance exigée par le ministère de l'économie et finances. Mais nos différents chantiers pour l'avenir consistent à maintenir cette performance de l'Office togolais de recettes, à être l'une des administrations phares de notre sous-région, mais également continuer à maintenir surtout l'esprit qui a prévalu dans la conception de cette réforme importante pour notre pays, et également essayer d'achever les différents chantiers engagés en termes de la fiscalité foncière, mais également en termes de la dématérialisation de tous les processus en vue de faciliter le paiement des impôts aux différents contribuables de notre territoire. Les résultats de l'institution ont crû de 43% sur ces 2 dernières années, ce qui a d'ailleurs contribué à un gain de 19 places du Togo dans le classement Doing Business 2019 en matière d'amélioration du climat des affaires. Ces performances sont tant que beaucoup de pays de la sous-région viennent et demandent à s'en inspirer. Des partenaires extérieurs, multilatéraux et même bilatéraux saluent cette réforme et les performances enregistrées depuis donc sa mise en œuvre en 2014. Il salue tellement cette réforme dans les audiences internationales qu'il cite le Togo en exemple et recommande le cas togolais aux autres pays. Avec la prise de fonction le 21 février dernier du nouveau commissaire général par intérim, l'OTR reste plus que jamais focalisé sur son objectif de départ, celui d'améliorer considérablement son rendement en ce qui concerne la mobilisation des ressources domestiques en faisant travailler en synergie les deux régies financières. Fiscalité encore, la mesure est effective depuis le 1er janvier dernier et prévue par le nouveau Code général des impôts. L'application d'une taxe sur les véhicules à moteur, c'est du nouveau pour la plupart des contribuables. Ils doivent mieux comprendre cette nouvelle approche pour une meilleure collaboration avec le fisc. L'Office togolais des recettes a donc apporté des éclairages sur les modalités de cette nouvelle taxe. Alors, c'est quoi la taxe sur les véhicules à moteur et quels sont les véhicules imposables à cette taxe? Les explications de Mabel Fiagnon et Augustin Kossi. C'est une nouvelle taxe qui va être désormais imposée aux engins roulants au Togo. La TVM, taxe sur les véhicules à moteur, a été instituée par la loi numéro 2018-024 du 20 novembre 2018 portant nouveau Code général des impôts. Elle concerne les véhicules propulsés par un moteur, qu'ils soient employés pour usage privé ou professionnel.
les véhicules automobiles, les camions et les camionnettes, les tracteurs routiers ainsi que les motocyclettes. Au commissariat des impôts de l'Office togolais des recettes, nous comprenons mieux la TVM. La taxe sur les véhicules à moteur est une taxe qui est due par les propriétaires des véhicules immatriculés au Togo. En d'autres termes, ceux-là dont le nom figure sur la carte grise ou les possesseurs de ces véhicules. Avant l'institution de la taxe sur les voitures et les véhicules à moteur, il existait une taxe dénommée taxe sur les voitures de société. Elle était due alors par les sociétés et les entreprises sur les véhicules à usage privé immatriculés au Togo. Le législateur a trouvé que c'était injuste puisque la TVM est une taxe dont les produits sont versés au budget de l'État pour permettre à l'État d'entretenir les routes. Lorsque c'était seulement les sociétés et les entreprises seules qui payaient la TVS, la taxe sur les voitures de société, il a semblé croire que ce sont les seules entreprises seules qui utilisaient les routes et qui les dégradaient. Alors, le législateur a voulu étendre le champ d'application de la taxe en allégeant le tarif et en permettant que toute personne qui utilise les routes aussi aide l'État à aménager cette route. Le législateur a prévu une exemption sur un certain nombre de véhicules, notamment les motocyclettes de moins de 125 cm3, les véhicules de représentation diplomatique ou consulaire, les véhicules des forces de l'ordre et de sécurité, les ambulances, les engins à usage agricole, de même que les véhicules d'essai des maisons concessionnaires. La TVM est fixée en tenant compte de la puissance fiscale du véhicule et varie d'une catégorie à une autre. Les motocyclettes, dont la puissance fiscale est égale à plus de 125 cm3, le tarif reste 15 000. Et pour les motocyclettes à 3 roues ou 4 roues, le tarif est égal à 40 000. Je voudrais préciser que à ce niveau, cette taxe est payée une fois pour toutes à l'immatriculation. Donc lorsque quelqu'un acquiert une motocyclette, que ce soit à usage privé ou professionnel, dont la puissance fiscale dépasse les 125 cm3, il paye la TVM. Par contre, pour les autres véhicules, la taxe est due d'abord à l'immatriculation et ensuite, chaque année, lors de la réalisation de la formalité de la visite technique. Pour permettre la faisabilité de l'imposition de ces taxes, il est entendu que les services se retrouveront dans une plateforme. L'Office togolais des recettes, la direction des transports routiers et la société qui est en charge aussi de la visite technique. Il faut dire que par rapport à cela, l'Office togolais des recettes tient compte du facteur temps. Au lieu que l'automobiliste aille faire la visite technique, venir quelque part, venir payer la taxe au niveau de l'hôtel, nous avons voulu que toutes ces opérations se fassent en un seul guichet et en une seule fois. Une quittance est délivrée au moment du paiement de la taxe lors de l'immatriculation ou de la visite technique. Pour de besoins des contrôles routiers, cette quittance devra être produite pour preuve à toute réquisition des agents chargés du contrôle. C'est une reconnaissance pour son engagement et son leadership. La ministre Demba Ayaovi Tignopa est portée à la tête du bureau de la coordination des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose et le paludisme. Un nouveau bureau élu puis installé hier au cours d'une cérémonie solennelle. Occasion pour le bureau sortant de présenter son bilan jugé dans l'ensemble satisfaisant. Kamen Madia Kapo. La coordination des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme CCM Togo a un nouveau président. Tignopa Demba Ayaovi prend donc les rênes de cette instance en lieu et place de Kossi Asimaïdou, ancien ministre de la Planification et du Développement.
Après 3 ans et demi passés à la tête du CCM, le bureau sortant fait son bilan. Le bilan du bureau sortant est largement positif. Ce bureau a pu mobiliser au bout de 3 ans 80 millions d'euros pour le financement des programmes financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Togo. Donc au-delà de cette mobilisation, il y a la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre a été efficace, pertinente et les performances sont là pour la première fois. La gestion des projets financés par le Fonds mondial est jugée satisfaisante et que les performances sont au-delà de 80 voire 90%. Le nouveau bureau du CCM se dit prêt à relever les défis inhérents à son cahier de charges pour le bien-être des populations togolaises. La ministre Demba Ayaovi-Tignokpa a donc promis d'œuvrer pour une meilleure gestion des cas de conflit d'intérêts, la rédaction et la soumission avec succès des demandes de financement. Je sais pertinemment que nous tous ici rassemblés, nous avons un seul objectif, c'est pouvoir conduire ce programme à bon terme, c'est pouvoir enregistrer des succès et pour cela, je suis convaincue et je suis certaine que nous nous y mettons tous pour y arriver. Ce programme n'est pas un programme à négliger et donc je suis disponible, je suis à l'écoute. Et je pense que très rapidement, nous allons nous organiser pour commencer à prendre les dossiers en main. La nouvelle présidente du CCM Togo est secondée de 2 vice-présidents, dont la représentante résidente de l'OMS au Togo, conformément aux tests qui régissent le fonctionnement du CCM. Ce bureau du CCM est élu pour un mandat de 3 ans. Dans l'actualité à l'étranger, on a voté ce samedi au Nigeria, une semaine après le report de la présidentielle et des législatives. Près de 72,8 millions d'électeurs étaient aux urnes. Pas moins de 73 candidats se disputent la présidence dans un climat sécuritaire tendu. A noter également que pour cette élection présidentielle, 2 candidats s'affrontent. Le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari et son adversaire, l'opposant Atiku Abubakar. Il faut noter également que ce matin, avant l'ouverture des bureaux de vote, plusieurs explosions ont été entendues à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. En bref, pendant ce temps, les Sénégalais, eux, se préparent pour demain dimanche. Près de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour la présidentielle. 97% ont retiré leur carte, un taux jamais atteint, a indiqué les autorités sénégalaises. Les 3% restants représentent néanmoins 185 000 électeurs. Les 5 candidats en liste, dont le chef de l'État sortant, Macky Sall, ont bouclé leur campagne vendredi soir à minuit, comme l'indique la loi. Et retour en page nationale, les remerciements des députés UNIR et à leurs militants dans le Grand Oti. Le parti a remporté 3 sièges lors des dernières élections législatives. Ils étaient à Bakwasi et dans l'Oti Sud pour témoigner leur reconnaissance aux populations qui restent fidèles à la politique du chef de l'État, président national du parti UNIR, Désiré Aloyé, pour le récit. Les cadres du grand parti Union pour la République Unie dans le Grand Oti avec les populations de Oti Nord rassemblées à Barkwasi pour écouter le message de paix et de développement du chef de l'État, président du parti Unir. Nous avons été votés par nos parents et il est de bon ton que nous revenions pour leur témoigner notre gratitude, nos remerciements et leur demander d'être toujours mobilisés parce que après les législatives, nous avons encore beaucoup d'échéances en vue, à savoir les locales et surtout le grand match qui est celui de 2020. Et notre chef de l'État nous a toujours montré de quelle manière il faut être pragmatique, poser des actes comme le sait bien faire notre président du parti, son Excellence M. Faure Essos-Vinan Gnassingbé, qui œuvre inlassablement pour la paix, pour la cohésion sociale,
pour l'épanouissement de tout Togolais et de toute Togolaise. En somme, c'est une manière pour les cadres de dire au nom du chef de l'État grand merci aux populations sorties aussi massivement à Barkwasi pour porter librement leur choix sur le parti Unir, ceci dans la paix. Nous sommes très contents qu'il revienne nous dire merci, puisque lui-même l'a exprimé, un travail bien fait mérite un merci. Nous lui demandons beaucoup de choses, il a dit dans son programme, et le développement surtout de Barkwasi, tout ce qui nous manque. Nous sommes prêts à le soutenir durant ces 5 ans pour l'accompagner, Monsieur le Président, dans ses œuvres. Les populations de Barkwasi et de ses environs ont été sensibilisées sur les valeurs de paix et la cohésion sociale, facteurs de développement pour le pays engagé sur la voie de son émergence avec le président Fornia Zingbe. À tous les Togolais de s'unir selon les cadres derrière lui pour lui permettre de poursuivre les actions de développement. Le 20 décembre dernier, les Togolais sont allés aux urnes pour choisir dans la paix leurs représentants à l'Assemblée nationale. Dans le Sud, ils sont rentrés massivement dans la danse pour choisir les candidats Unir, Union pour la République. Le parti toujours reconnaissant vient témoigner sa gratitude aux populations. Les cadres du parti d'un grand outil ensemble pour marquer leur volonté, une conviction d'être toujours avec les populations à la base, comme le veut le chef de l'État, président du parti Unir. Au-delà du fait que nous serons toujours à leur côté et viendrons régulièrement à leur écoute, nous serons toujours disposés, et c'est ce que nous avons dit, à recevoir toutes leurs doléances et nous les porterons à qui de droit. Et non seulement nous trouverons avec eux de façon endogène les solutions à toutes leurs préoccupations. Et c'est tout le sens aujourd'hui de la décentralisation. Et nous ne ferons que être les bons accompagnateurs de ces réactions endogènes et de ces solutions endogènes. Vous pouvez être rassurés que nous serons plus proches que jamais. Et c'est même les instructions de la haute hiérarchie de notre parti. Tour à tour, ils ont appelé les populations de l'Otus Sud à être toujours mobilisées et soutenir le chef de l'État dans son programme multiforme pour atteindre les objectifs du PND au bénéfice de tous les Togolais. Nous leur remettons le message de remerciement pour les transmettre au président Fort. Nous allons travailler toujours avec eux pour que l'Otus Sud se développe plus qu'aujourd'hui. Le civisme, la citoyenneté, la culture de la paix, autre point, objet de sensibilisation pour un vivre ensemble au Togo, un pays tourné avec le président Fornia Zingbe vers son décollage économique. Je l'ai annoncé en titre, il ne vous fera plus rêver du sport, mais ses œuvres et réalisations professionnelles vont rester gravées dans vos mémoires. Un confrère, Alfred Kolani, chef division des sports de la télévision togolaise, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi au cimetière de Yokoya à Didogomé. Une messe de requiem a été dite ce matin pour le repos de son âme à la paroisse Marie-Mère du Rédempteur. Parents, collègues, amis et familles biologiques ont tenu à rendre les ultimes hommages à Alfred Kolani. Que la terre lui soit légère. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Également, moment d'intense et d'émotion ce samedi à la paroisse Marie Auxiliadora de Gbenidi. Antonio César Fernandez, prêtre catholique salésien de Don Bosco, froidement abattu dans une attaque d'hommes armés il y a une semaine au Burkina Faso, a reçu son dernier hommage ce jour. La famille religieuse et biologique ainsi que des personnalités venues d'ici et d'ailleurs étaient autour de Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, archevêque de Lomé, pour cet ultime adieu. Pierre Sousoupo. C'est un homme invalide qui le retourne dans cette église paroisse Maria Auxiliadora de Gbenidi qu'il a fait construire il y a presque 30 ans. Le père Antonio César Fernandez
salésien de Don Bosco, froidement abattu dans une attaque d'hommes armés au Burkina Faso le 15 février dernier, reçoit ici son ultime et dernier hommage. Les fidèles, l'ensemble du clergé avec à sa tête les dignitaires de l'Église, sa famille biologique mais aussi des officiels venus du Burkina Faso et de l'Espagne, tous étaient là pour s'incliner devant la mémoire du Père César. Nous voici devant toi pour te dire un grand merci, pour avoir voulu nous montrer le chemin de la sainteté. Tu l'as vécu en toute simplicité et humilité, dans le quotidien d'une vie donnée généreusement à Dieu et aux autres, dans la joie, la spontanéité et l'espérance de celui qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur. César Fernandez est l'un des premiers prêtres espagnols salésiens à fouler le sol togolais en 1982. Pour beaucoup, il a pleinement vécu son sacerdoce, suscité des vocations et a marqué des cœurs. Le Père César, pour moi, est un homme extraordinaire. Je peux tranquillement dire que c'est un prêtre pas comme les autres. Aujourd'hui, je peux dire qu'il laisse deux choses à la communauté. Il laisse à la fois un vide, mais aussi une joie. Un vide parce que le Père César, ce n'est pas un homme qui se remplace. On peut succéder au Père César, mais on ne peut pas remplacer le Père César. Mais aussi, il laisse une joie parce que nous savons qu'aujourd'hui, la vie qu'il a menée, il va continuer à bénéficier de ses béatitudes au ciel. Donc, il va intercéder pour chacun de nous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour les malades. Vous l'appelez à n'importe quel moment, il répond pour les malades. Il arrive même que lui-même achète des produits pour les malades. Il a un gros cœur, un cœur d'amour. Mes yeux se remplissent bien sûr d'eau quand je pense à lui, mais c'est de joie. C'est vraiment de la joie parce que je sais que César est dans le ciel. À 73 ans, ce soldat du Christ a achevé son combat, arme à la main, et va être inhumé en Espagne, sur sa terre natale. Son sang versé suite à sa tragique mort reste, selon les fidèles, une semence qui devra germer et fleurir pour la paix en Afrique et dans le monde. Sachez que le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a fait le bilan de ses activités ce samedi lors de son congrès ordinaire. Les membres ont également procédé à l'adoption des propositions de modification des statuts, l'approbation du congrès ordinaire de Kara tenu en 2017 ainsi que le budget annuel de l'année 2019. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. L'apothéose du FIMO 228, c'est ce soir à l'hôtel Onomo. Plusieurs mannequins et créateurs de mode de divers horizons vont rivaliser de talent à cette compétition qui promeut la mode et la créativité. Mais avant, une soirée classique a été organisée jeudi dernier en prélude à l'événement. Les temps forts avec Uri Chamega et Yves Agbevivi. La mode africaine mise en scène à travers de différentes collections de sorties faites de tissus, de pagnes et de bazins. Des collections atypiques basées sur l'harmonie des couleurs à cette soirée de défilé classique, suivie de concours de mode qui donnent le ton à la 6e édition du FIMO 228. Ce soir, j'ai habillé les mannequins en coton, en cuir et en pagne tissée. Et le coton parce que nous sommes en Afrique et c'est un climat assez chaud. Et le cuir qui symbolise le courage, le dynamisme. C'était ce qu'on espérait.
Mais au final, quand c'est arrivé, vraiment, on est un peu bouleversé. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même. Chacun a présenté ce qu'il pouvait présenter, ce qu'il ressent en un moment T. Chaque personne a pu montrer une partie de lui-même, ce qu'il a pensé, vouloir présenter au public en fait. C'est ma deuxième fois ici au FIMO et je suis très contente. C'est un événement que je pense être important pour le Togo, mais aussi pour le reste des Africains. Donc je pense que la plateforme, elle n'est pas que togolaise, elle est africaine, elle est internationale même. Hein. Et c'est une très belle initiative qui crée une belle fête et qui donne beaucoup de courage à ceux qui veulent se lancer dans les métiers de la mode. Une édition qui s'engage auprès de l'ONU-SIDA pour une cause, celle de la lutte contre le sida, l'une des maladies qui gangrènent la société. Une pause s'impose donc ici pour sensibiliser sur le fléau. Et voici l'autre temps fort de la soirée. En Afrique, le mannequinat, c'est un petit peu comparé à la prostitution. Je suis contente de voir que ça change un petit peu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des mentalités. Beaucoup de parents ont peur, ils pensent que quand leurs enfants viennent là, c'est pour se prostituer ou quoi que ce soit. Donc forcément, on parle de sida puisqu'on pense que tout le monde dort partout et avec tout le monde. Donc c'est important que les mannequins en parlent pour qu'on voie qu'il y a une certaine conscience, que c'est que le mannequinat c'est un métier sérieux. Nous sommes dans un domaine de showbiz où on doit vraiment sensibiliser les jeunes. On pense vraiment sauver des vies. Ils étaient jeunes, mais ils ont vraiment présenté des trucs qui dépassent un peu leur âge. Je veux dire, waouh, donc il y a des talents comme ça au Togo et c'est le but de ce festival. C'est également une soirée de peinture. Elle découle du talent et de l'imagination d'un tableau peint à base de mèches. Et ce n'est qu'un avant-goût de la grande soirée de défilé de la fête de la mode africaine prévue ce samedi à l'hôtel Onomo. Et avant de refermer cette édition, je donne lecture de ce communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication porte à la connaissance des promoteurs d'entreprises de presse et des professionnels et techniciens de la communication qui sera organisée du 18 au 22 mars 2019 une session spéciale d'examen des dossiers de déclaration de parution, des publications écrites et des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse. À cet effet, il invite tous ceux qui sont intéressés par la publication d'organes de presse écrits et les journalistes et techniciens de la communication à faire parvenir à la HAC leur dossier au plus tard le 8 mars 2019. Le président de la HAC rappelle qu'il n'est organisé qu'une seule session par semestre consacrée à l'examen des dossiers de création d'organes de presse écrits et de délivrance de la carte de presse. Seules les entreprises de presse dûment constituées en société sont autorisées à créer des organes de presse. Quant aux demandes de délivrance de la carte de presse, elles peuvent être formulées par les journalistes ou techniciens de la communication eux-mêmes ou par les directeurs de publication. La carte de presse, seul document d'identification professionnelle du journaliste ou technicien de la communication, est exigée pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Les renseignements sur les conditions à remplir dans les deux cas peuvent être obtenus auprès des services compétents de la HAC. C'est un communiqué signé par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.